Aujourd'hui, c'est vendredi 7 février 2014. C'est l'heure de l'émission La Grande Interview. Aujourd'hui, nous recevons une femme. Elle est jeune, belle, cerise sur le gâteau, intelligente. Elle s'appelle Madame Arlette Soudan Nono. Elle est conseillère spéciale du secrétaire général du Parti congolais du travail. Ça serait la première fois que ici sur notre plateau, une femme de ce parti au pouvoir au Congo vienne parler de son parti politique et du pays et aussi sur d'autres aspects peut-être de sa vie aussi. Nous allons voir dans un instant, donc ne quittez pas pour en savoir plus sur le Parti congolais du travail et pourquoi la conseillère spéciale du premier secrétaire du Parti congolais du travail a décidé de venir parler aux médias. Une fois de plus, bonsoir. Comme j'ai annoncé à l'introduction de cette émission aujourd'hui, 7 février 2014, nous recevons Madame Arlette Soudan Nono. Elle est membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Et elle est aussi, je dois le dire, conseiller spécial, si je ne me trompe pas, du premier secrétaire du Parti congolais du travail. On n'a pas besoin de vous rappeler que c'est le parti au pouvoir. Et j'ai aussi dit, c'est pour moi un honneur de vous recevoir, Madame Nono, Soudan Nono. Je vous en prie, c'est partagé. Merci à vous, Monsieur Lismus. Madame, souvent on dit, des femmes belles n'ont rien dans la tête, mais je vois avec vous, c'est différent. Vous êtes belle, Madame, je me permets de vous le dire. Merci, merci. Et aussi intelligente. Merci une fois de plus. Je ne pense pas pouvoir commenter cela. D'accord. Merci. Mais je vais vous poser une autre question parce que quand je vois, on annonce, je vois que vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Twitter. Ah, dans les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux. Ah, bah écoutez, vous avez vu l'époque dans laquelle nous évoluons. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous savez, j'ai une page, comme vous avez su le dire, un blog, je tweete énormément. C'est un peu les temps qu'il les veut en ce moment, qu'elle veut. Mais ce n'est pas en phase avec le PCT, parce que vous n'avez même pas un site web, le PCT. Il est en création. En fin de compte, on a eu simplement un problème d'ordre technique. Mais si vous regardez déjà du côté de la jeunesse, qui sortait de son congrès il y a très peu de temps, ils ont déjà une page Facebook. Ils sont très actifs sur les réseaux sociaux. Le PCT, le parti, donc... la maison mère, comme j'aime à dire souvent, n'est pas en reste. Simplement, il est question simplement de harmoniser un peu tous les différents textes qu'on doit y loger. Sinon, la plaquette, elle est là, la mouture, l'arborescence du site, tout a déjà été conçu. Et je constate aussi que, en dehors de vous, je ne sais pas quel autre membre du PCT a un site ou même un blog. Twitter, écoutez, alors, je n'en fais pas le répertoire tout de même. Ah ouais. Parce que bon, c'est une démarche un peu personnelle. Nous avons simplement au sein du parti une démarche commune qui consiste à avoir un site qui est repris par tous, c'est vu par tous nos militants. Mais maintenant, il est question de chacun de nous, d'une démarche personnelle. Ceux qui aiment communiquer, ceux qui aiment les médias comme tels, ceux qui aiment les réseaux sociaux. Voilà. Et moi, par ma formation initiale, je pense que j'ai m'y mets et puis j'ai mes enfants. Vous savez, j'ai une fille quand même qui a 27 ans, une qui a 23 ans, une qui a 15 ans, 10 ans, donc c'est souvent sur Skype, maman et tout ça, on communique avec toi, donc naturellement j'y suis. Ah, vous êtes aussi sur Skype? Oui, tout à fait. Je crois qu'on parle Twitter, Skype, blog, Facebook. Il y en a tout plein comme ça d'ailleurs. Ce nous permet d'ailleurs de réduire les coûts de communication. Parce que là aussi, les gens ne comprennent pas souvent, ils ne le savent pas peut-être. Lorsque vous utilisez Skype, c'est gratuit. Lorsque vous utilisez par exemple WhatsApp, là aussi c'est gratuit. Et moi, je communique beaucoup comme ça avec mes enfants. Quand vous utilisez WhatsApp,
Skype, tout ça. Je crois que pour beaucoup de membres du PCT, c'est un peu parler de l'arabe ou de... Mais écoutez, j'ai l'impression que vous, quand même, vous pensez que c'était un parti quand même très archaïque. Vous savez, nous sortons d'un 6e congrès en 2011, celui qui a vu des personnes comme moi émerger. Vous étiez la révélation, si je ne me trompe pas. Je vous remercie, pas de plus. Et donc, c'était un congrès porté sous le sceau de la revitalisation et de l'ouverture. Et donc, il y a tout plein de personnes comme moi qui ont justement de nouvelles énergies intégré ce parti, que je vous le répète, est quand même, depuis 2002, un parti social-démocrate. Hein. On ne le dit pas suffisamment, donc ça veut dire qu'il y a quand même une démarche qui veut être autre. Hein. J'y reviendrai, parce que vous dites qu'elle est parti social-démocrate, j'y reviendrai dessus. Mais ce qui m'intéresse à vous, parce que je dois le dire, vous avez dit, je pense que vous êtes archaïque, mais en dehors de vous, Madame Aïssou, tout à fait. J'ai toujours cru, à moins que je me trompe, parce que vous voyez aujourd'hui... Elle a une page Facebook. Elle a une page Facebook. Oui, c'est normal, vous êtes les jeunes qui passent toujours là-bas. C'est relatif jeune, on est non loin de la cinquantaine quand même. Hein? Oui, mais souvent quand on fait la moyenne chez vous, là, c'est les gens qui ont les 70 ans, y compris les femmes. Je n'ai rien contre, parce que c'est aussi bien d'avoir les anciennes, mais est-ce que c'est être dur avec vous, madame, de dire souvent, vous avez les gens qui ne sont pas en phase de la réalité congolaise. Ça veut dire de la jeunesse. Vous, oui, quand on vous voit, c'est comme toute jeune femme qu'on va voir, ça ressemble. Mais... Vous savez, moi je dis souvent que où je suis arrivée au Parti congolais du travail, c'est d'abord un engagement qui est personnel. La démarche politique, elle est personnelle et individuelle. Donc il faut que simplement nous donnions envie à ces jeunes générations de regarder, parce que la politique, souvent les gens l'ignorent, c'est la gestion des problèmes de la cité. C'est s'intéresser aux problèmes des autres et se dire à quel moment je peux leur être utile, servir en fin de compte d'aiguillon pour eux, servir de porte-étendard. Moi, c'est comme ça que je le vis en fin de compte. Et là, ça demande quand même un engagement parce que c'est un sacerdoce. Hein. La politique, vous y allez, ça vous prend jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle osseuse, vous n'en sortez plus, vous êtes obsédé par les problèmes des autres, vous voulez tout régler, vous voulez que tout se fasse. Et souvent, il faut aussi de la résilience, hein, une capacité à recevoir des coups. Parce que les gens s'imaginent tout plein de choses, la politique, on accède à ceci rapidement, à des fonctions et autres, et c'est une démarche rapide à l'enrichissement et autres, mais, il y a tout plein de mains derrière. Quand je vous entends parler, je dois faire mon meilleur maxima culpa, madame. Je ne savais pas qu'on peut avoir un membre du bureau politique du Parti congolais du travail parler avec une certaine liberté, ça m'étonne. Hein. Écoutez, moi, au sein du PCT, ma démarche, elle est connue. Hein. J'ai ma liberté de propos et de pensée. Et je pense que dans tout parti, hein, au-delà de ce que vous pensez, nous avons quand même des échanges, nous avons des débats internes qui peuvent être... Oui, tout à fait, hein, je peux vous le certifier, qui peuvent être véhéments, heurtés. C'est le sens même d'une structure. Mais une fois que nous avons, par consensus ou par majorité, adopté une démarche, à ce moment-là, c'est la démarche de tous qui s'impose, tout simplement. Mais avant l'adoption de cette démarche, il y a quand même des grands débats au sein de nos différentes structures et instances. Madame, je vais vous poser une autre question, ça peut paraître banal. Vous êtes là comme conseiller spécial du Pierre Ngolo, le premier secrétaire du Parti congolais du travail. Secrétaire général. Ah oui. C'est au niveau de la jeunesse qu'on a un premier secrétaire. En fait, ah d'accord, Monsieur Gavet. Juste Gavet. Et donc je disais, où est-ce que vous allez parler maintenant comme membre du bureau politique? Écoutez, ce sont des vases communicants, je ne fais qu'une seule personne avec tout ça. Voilà. Donc, c'est à vous de voir, en fonction un peu du débat que nous aurons, que vous allez mener ce soir. Et je vous laisse toute la liberté de journaliste de me poser les questions et libre à moi de vous donner les réponses. Ah, vous me laissez toute la liberté? Oui, de poser les questions. Je pense que c'est le but du jeu. Et c'est l'intitulé de votre émission. Exactement. Et j'espère que après, on ne va pas me clouer au pilori, on ne va pas dire que je hais votre parti. Parce que ce qui se passe avec les membres du PCT, ils disent, bon, M. Smith ne nous aime pas. Oh, je pense que c'est assez caricatural, ça. Vous savez,
Vous savez, la communication n'est pas aisée pour tout le monde. Hein. Les gens ne sont pas toujours aisés dans cet exercice. Hein. Donc, c'est une démarche souvent qui demande quand même avoir un certain nombre d'éléments de langage à donner. Et donc, on n'a pas tous un peu un tempérament et puis ce propos assez aisé pour venir comme ça et puis échanger. Nous sommes contents, je dois dire que vous avez le courage de parler à un média local, hein, parce que beaucoup de gens, en dehors, ils n'aiment pas parler aux médias locaux. Arrêtez de faire notre procès. Vous n'êtes quand même pas avec des menottes à la main. Ah bon? Non, je ne pense pas. J'ai cru apercevoir sur votre plateau, à maintes reprises, des membres éminents du PCT, des secrétaires permanents, qui ont comme défilé ici dans ce studio. Oui, c'est seul, c'est Odjoki, il a le courage de venir. Mais les autres, ils croient qu'ici, c'est... Avez-vous formulé des invitations en bonne et due forme? Ah bon? Formuler des invitations, je ne pense que beaucoup accepteront de s'y prêter. D'accord. Et madame, à vous entendre, je pense que vous êtes quelqu'un libre, vous dites tout ce que vous pensez. Ici, à l'émission, vous allez aussi dire tout ce qui se passe au sein du PCT. Écoutez, dire tout ce que l'on pense comme tel, ouais. Je pense que la politique veut que on ait cette relation de proximité avec ces personnes que l'on appelle les citoyens, que nous sommes au-delà des politiques, et que nous sommes là pour leur porter des réponses. Et si je pense pouvoir modestement vous emporter, je m'y prêterai au jeu, comme je vous l'ai dit, sans aucun problème, sans réserve en tout cas. Bon, maintenant, parlons un peu de votre parti. Vous avez dit que c'est un parti social-démocrate. Depuis 2002, nous le sommes. 2002. Nous avons eu ce tournant depuis 2002. Simplement, il est question simplement d'appropriation un peu de la nouvelle idéologie et puis simplement de la vulgarisation un peu de cela. Mais nous ne sommes pas les seuls sur la place de Brazzaville. Ce que je constate. Oui. Mais vous êtes le seul qui est social-démocratique avec un drapeau rouge et le marteau et l'enclume. Est-ce pas contradictoire? Écoutez, personnellement, sans faire de langue de bois, je vous dirais que moi, je ne suis pas... vous savez, les choses se font progressivement. Il faut aller étape par étape. Déjà, le fait de partir du marxisme pour arriver déjà à un parti social-démocrate, c'est déjà un grand pas qui a été franchi. Ensuite, nous sortons d'un congrès où nous avons eu des nouvelles orientations, pas en termes d'idéologie, mais en termes tout simplement d'innovation que nous avons apporté dans la cadre de la gestion. Nous avons, par exemple, emmené un comité national d'investiture. Nous avons la création des courants qui vont nous emmener à avoir des débats avec des différentes tendances au sein même du parti pour vous parler un peu des différents débats qui peuvent s'instaurer. Donc je pense qu'il faut laisser les choses se faire et petit à petit nous allons certainement harmoniser, je parlerai en termes d'harmonie entre l'orientation idéologique qui est la nôtre aujourd'hui et cette couleur, ces palmes et autres qui font aujourd'hui le drapeau de notre parti. Mais la devise, elle est toujours d'actualité. Tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Je pense que cette devise également, simplement, il faut lui redonner certains contenus, mais elle peut là également être encore utilisée. Simplement, il faut simplement lui redonner quelques contenus. Tout pour le peuple et rien que pour le peuple. Mais quand on voit souvent les caciques, les barons du PCT, ils roulent plus dans les voitures de 90 millions, ils ont de l'eau chez eux et des groupes électrogènes, parmi que la majorité des Congolais n'ont pas de l'eau, ils n'ont pas d'électricité. Écoutez, qu'est-ce que ça a à voir avec le peuple là-bas? Monsieur Elie Smith, oui. Vous touchez du doigt un peu ce qu'on appelle les questions de gouvernance. Vous savez, le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, il faut le dire, et son gouvernement, son exécutif, ont des réalisations. On ne dit pas que tout est bien. Là, vous touchez du doigt certains problèmes, des problèmes d'électricité récurrents, des problèmes d'eau. Nous en sommes conscients parce qu'au Parti congolais du travail, nous ne sommes pas non plus des bénis oui-oui, nous ne sommes pas des courtisans, nous ne sommes pas non plus des espèces de personnes qui voulons taire la vérité. Nous assumons pleinement ces choses-là. Nous communiquons énormément avec notre exécutif parce que nous sommes un parti de gouvernement. Ça veut dire que nous avons un droit de regard et d'inventaire sur la gestion gouvernementale et que nous voulons accompagner de façon positive le chef de l'État dans ses réalisations. Et vous touchez là du doigt l'un des petits problèmes que nous avons, sinon des grands problèmes récurrents,
et nous essayons, en discutant avec nos membres du gouvernement en charge de ces portefeuilles actuellement, comment arriver à faire que le Congolais, après Mboulou, après Njiri, cette usine d'eau, pourquoi le Congolais se pose constamment cette question, pourquoi il n'a pas d'électricité de façon quotidienne, pourquoi il n'y a pas d'eau? Nous nous interrogeons personnellement, je m'interroge, et nous avons entrepris une série d'échanges avec les nôtres qui nous ont fait part de certaines questions techniques, et cela en train d'être en voie de trouver quelques solutions. On va trouver quelques solutions. Mais maintenant, parlons maintenant du problème de débat. Vous avez dit qu'il y a des courants au sein du PCT. C'est vrai qu'il y a des courants. Nous avons créé ce qu'on appelle des courants qui devront être animés par des motions. Mais malheureusement, depuis le Congrès, nous ne sommes pas encore passés un peu à la pratique, hein, parce qu'il est question encore de boucler quelques restructurations. Nous avons la restructuration, par exemple, du département d'Ifondo qui n'est pas entièrement terminée. Nous avons la restructuration de la Fédération de Brazzaville. Et une fois que nous aurons bouclé un peu toutes ces démarches de nos organes à mettre en place, nous allons maintenant favoriser et mettre en place ces différents courants. Et vos restructurations là fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. C'est-à-dire, soyez un peu plus précis. Ça veut dire que c'était très controversé. Lesquels particulièrement? Vous faites allusion à quel À Makelekele, on a éteint les lumières, on a utilisé les phares pour la réorganisation là-bas. Non, vous savez, où il y a les hommes, il y a toujours des bas. La restructuration engage des hommes. Il y a, je vous l'ai dit, que nous sortons d'un congrès, le 6e congrès, qui a vu arriver des nouvelles énergies comme moi et qui a vu aussi accueillir des anciens partis satellites que nous avons à un moment donné de notre histoire, comme Agir, comme le PJR et autres, qui nous ont rejoints. Et il a fallu accueillir au sein de la même maison, la maison mère, toutes ces différentes personnes qui arrivent. Et il faut trouver aussi comment harmoniser avec ceux qui ont gardé la maison. Et c'est légitime également. Donc les choses ne se font pas, nous ne sommes pas un parti avec des personnes moutonnières qui suivent comme ça. C'est pour ça que je vous parle de débat au sein du parti. Parce que nous échangeons, nous discutons, mais nous trouvons toujours des solutions. Oui, mais madame, là-bas, vous pouvez donner, vous comprenez? On peut parler de Makelekele, c'est une erreur, mais à Poto-Poto aussi, il y avait des problèmes à Poto-Poto. Et Poto-Poto n'est pas en reste. Hein. Oui. C'est comme Makelekele, c'est comme Wenze, c'est comme Talangai, c'est pareil. Hein. Il est question d'hommes, il est question de placer le cadre qu'il faut, à la place qu'il faut, parce que n'oubliez pas que nous sommes un parti de gouvernement, et toutes les structures que nous mettons en place nous préparent dans les différentes batailles futures électorales, comme là les futures locales, qui nous emmèneront certainement au sénatorial et sur cette dernière ligne droite 2016. Donc nous ne pouvons pas nous tromper dans la proposition de cadre et nous devons prendre en compte les propositions de la base. Donc nous avions deux démarches devant nous. Soit nous allions à une élection directe en salle, soit nous allions par voie de consensus. Donc certains sont allés par élection en salle, certains sont allés par le consensus. Et le consensus veut dire qu'il y ait débat. Le consensus veut dire qu'il y ait échange. Mais le consensus là, est-ce que c'est une voie démocratique? Tout à fait, oui, c'est l'une des voies. C'est le plus grand nombre qui s'entend. Il y a des échanges et c'est ce que l'ensemble, la majorité aura retenu, qui sera appliqué tout simplement. C'est ça le consensus. Et vous le faites parce que vous voulez exprimer la voix de la majorité. Oui, tout à fait. C'est dans cette recherche de cette majorité, en fin de compte. Donc, en d'autres termes, ce qui était là avant ne reflète pas la majorité. Vous savez, quand il est question de refonte, il est question de restructurer, oui. Ça veut dire que nous remettons toutes les pendules à zéro. Et je vous ai dit que nous avons intégré des nouvelles personnes, comme moi, comme celles qui viennent d'autres partis. Et donc, il y a une nouvelle prise en compte, il faut un brassage de toutes ces personnes. Donc, chacun doit pouvoir trouver sa place au sein de la maison mère que nous avons, qui est la nôtre maintenant. Parce qu'à un moment donné, il n'y a plus d'anciens, il n'y a plus de nouveaux. Nous sommes tous des militants du Parti congolais du travail. Et c'était notre premier, et c'était à l'issue du congrès que nous avons eu cette première restructuration. C'est les premières restructurations du secrétaire général lui-même qui est issu du dernier congrès du Parti congolais du travail. Bon, vous avez dit qu'il reste Brazzaville, la Fédération de Brazzaville et Infondo.
Oui, en fait, quand il reste la fédération, la tête de la fédération, parce que les comités ont été mis en place, hein, maintenant il nous faut mettre en place le bureau de la fédération et aussi une partie en ce qui concerne aussi dans le département de la Likwala. Madame, je sais que vous êtes quelqu'un de libre, vous dites trop de vérité. Ici, qu'est-ce qui empêche qu'on ne conclue pas la réorganisation de la fédération de Brazzaville? Il n'y a rien qui nous empêche. Simplement, nous avons eu un calendrier qui ne nous a pas permis, parce que nous avons eu, depuis le congrès, n'oubliez pas que Brazzaville donne le rythme et la cadence. Donc nous ne pouvons pas aujourd'hui nous permettre de faire comme si c'était une banale fédération. Toutes les fédérations se valent, vous me direz, mais Brazzaville reste quand même la capitale politique. Donc il a fallu quand même bien regarder, c'est vous qui avez su relever un peu ces harmonisations ou ces consensus que nous avons dû rechercher au sein de nos différents comités mis en place. Si ce que je dis n'est pas vrai, moi je dis que ce n'est pas vrai, mais j'aurais appris que vous tergiversez à cause de M. Oba Apounou. Vous ne savez pas quoi faire avec lui. C'est-à-dire, M. Oba Apounou est sénateur et il n'est plus à présenter au sein de ma machine politique, qui est le PCT. Il est ce qu'on appelle le dignitaire dans toute sa splendeur. Un dignitaire qui veut toujours être à la tête de la fédération, c'est vrai ou faux? Mais ça pose pas un problème. S'il est candidat libre à lui de souhaiter l'être, c'est un engagement qui est le sien, c'est une démarche qui est la sienne. Si M. Oba Apounou souhaite être candidat, rien ne l'empêche. En politique, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Non, il n'y a pas d'âge en politique. Mais je n'ai rien contre Oba Apounou, une fois de plus. Je vous en prie, oui. Oba Apounou, quand vous le regardez, M. Oba Apounou, oui. Est-ce qu'il reflète la base du PCT? Écoutez, dans un parti, il faut tout avoir. M. Oba Apounou, il faut voir les gens en termes de méninges. Est-ce qu'il a des méninges qui fonctionnent encore? Oui. Assurément. J'ai des échanges assez... Vous avez des échanges avec lui? Régulièrement. Quelle est la dernière fois qu'il n'était pas à Brazzaville parce que ça n'allait pas bien? Ah, ça, je ne peux pas vous le dire, ça. Je ne tiens pas son agenda. Mais pourquoi vous... Moi, j'étais encore avec lui avant-hier. Et il parlait normalement avec vous? Oui, nous n'avions aucun problème. Nous étions au niveau de l'inauguration du dernier module que le chef de l'État a réceptionné. Mais je vais encore vous poser la question. Est-ce que le PCT, c'est un parti de la jeunesse? Je vous dis qu'il y a un brassage, mais nous devons simplement, le PCT est conscient d'une chose, qu'aujourd'hui la jeunesse congolaise fait la majorité comme les femmes font la majorité des Congolais. Nous en sommes conscients, mais n'oubliez pas que nous avons un organe de la jeunesse du parti. Oui. Et nous préparons notre pépinière. Nous avons quand même la force montante. Et oui, madame. Oui, vous avez la force montante. Oui. On a vu, c'est un monsieur brillant, gavé. Oui, tout à fait. Donc, vous voyez bien que la jeunesse n'est pas oubliée. Oui, c'est un jeune qui aime la contradiction. Donc, il reflète la réalité. Mais maintenant, parlons des femmes. Mais c'est un jeune du Parti congolais du travail, vous voyez bien. Ah oui, je vois. Ravi de vous l'entendre dire. Non, si c'est bon, j'accepte. Mais je veux revenir sur le problème des femmes du PCT. Oui. C'est la majorité. Oui, du coup, c'est pas la majorité, les femmes du PCT. Je parle en termes de majorité d'implantation des femmes. La femme congolaise, c'est près de 52% de la population. Bon, je vais mettre d'une autre manière, madame. Une autre manière. Quand vous voyez ces femmes du PCT, elles ont un peu votre âge, donc c'est des jeunes femmes. Jeune, c'est relatif, hein. J'ai la quarantaine passée, je vous le rappelle. Oui, c'est quand même jeune. Oui, c'est relatif, oui. Allez-y, je vous laisse terminer votre question, excusez-moi. Et comment se fait-il que vous avez mis à la tête du PCT une dame qui n'a pas une 40 ou 50 ans? Là, une fois de plus, c'est la même démarche un peu. J'aimerais vous répondre un peu dans le même élan que le camarade, que Gabriel Oba Apounou. Vous parlez là de la présidente exécutive de l'OFC, l'Organisation des femmes, Madame Dambénzé Jeanne. Vous savez, Madame Dambénzé Jeanne, au-delà de l'âge, je vous le répète, qu'il est question de structure intellectuelle. Est-ce qu'elle a encore des mélanges fonctionnels? Est-ce qu'elle a encore envie de donner? Est-ce qu'elle a encore envie d'apporter sa contribution? Est-ce qu'elle a un Facebook? Mais parce que, écoutez, là n'est pas la question, c'est en termes d'engagement, là, une fois de plus. Est-ce que Madame Dambénzé, je l'aime beaucoup, parce que Madame Dambénzé, je sais qu'elle est de tous les combats du PCT. Tout à fait. Est-ce que Madame Dambénzé, aujourd'hui, peut faire la campagne pour le PCT, donc quitter de Imfondo pour aller à Mayeye? À quel diplôme de santé? Je ne sais pas. Je ne le pense pas. Est-ce qu'elle peut faire 4 heures de campagne affilée? Mais
marché avec son médecin et elle-même, mais là, assurément, je l'ai vue à Djambala, elle était à Djambala, elle a géré ses femmes à Djambala, elle sortait d'un congrès, une semaine après, elle était sur le terrain, elle a mobilisé ses femmes, elle a su relever ce défi. Parce que beaucoup l'attendaient, effectivement, parce que nous entendons ça. Hein. Je vous avoue que... vous entendez déjà? Oui. C'était même pas une élection. Non, je dis non, j'entendais, c'est-à-dire dire ce que vous dites là. Oui. Beaucoup nous ont fait la remarque en disant, mais pourquoi vous avez mis une dame d'un certain âge? C'est quelque chose qui s'entend, mais qui ne se comprend pas, qui ne se comprend pas comme tel pour quelqu'un comme moi, parce que moi je fonctionne avec les méninges en fin de compte. Si l'intellect est au point et que physiquement elle est apte, parce que je la vois se déplacer, il n'y a pas de raison qu'elle ne continue à contribuer, qu'elle ne continue à apporter. Et n'oubliez pas qu'au sein de l'OFC, il y a des nouvelles énergies, il y a des femmes qui vont de 18 à 70 ans, là, une fois de plus. Mais pourquoi Mme Dambinzé a-t-elle peur de vous? Ah bon? C'est vous qui me l'apprenez. A-t-elle peur de moi? Comment vous le savez, ça? Parce que... J'aurais appris. Vous voulez que je vous fasse une vraie fausse confidence? Oui. Vous savez, Mme Dambinzé, c'est la petite sœur de ma maman. Il y a d'abord ma mère, Madame Nono, qui est l'aînée des Dambinzé. C'est un problème familial. Non, non, pas du tout. Oui. C'est pour vous dire que nous n'avions pas du tout ce genre de débat. Et moi, j'ai été rapporteur, non seulement de la commission qui a préparé, du comité préparatoire du congrès, dont elle était membre à part entière. Nous avons donc eu à préparer ce congrès avec elle. Nous avons travaillé en toute harmonie. Nous avons eu des débats démocratiques. Il est vrai. Madame Soudan, laissez-moi terminer, monsieur Elismith. Laissez-moi terminer. C'est pas de la langue de bois. Ouais. Il est vrai que moi, j'ai une démarche dite progressiste dans ma démarche. J'ai une vision souvent un peu qui est un peu aux avant-gardes, ou bien qui est un peu en accéléré, on va dire ça comme ça. Mais Madame Dambinzé se prête bien au jeu de l'échange, de la discussion. Ça, sans aucun problème. Nous, on a des discussions assez soutenues avec elle. Assez soutenues, mais avant de conclure ça rapidement, mais j'aurais appris, oui. Parce que je mène mes enquêtes aussi au sein du PCT. C'est votre métier. Bravo. Elle a peur de vous. Parce que quand elle a été désignée présidente, elle a dit ouf, un soulagement. Ah, le mot est un peu fort, hein. Peur, je ne pense pas que Madame Dambinzé... Elle a cru que c'était vous qui devez être à sa place. Vous savez... C'est vrai ou faux? Vous savez, non, madame, je ne sais pas, elle ne me l'a jamais formulé ainsi. Elle vous a pas formulé. Je l'entends dire, mais elle ne me l'a jamais formulé. Ah, donc je n'ai rien inventé alors? Mais ça a été même écrit un peu dans les médias, puisqu'on me donnait en pole position dans certains médias. Et pourtant, comme je vous le dis, je n'étais pas candidate une fois de plus. C'est la question qui m'a été souvent posée. Mais je n'étais pas candidate vous étiez la révélation du 11e congrès. Le 6e congrès 2011. Congrès du travail. Bon, écoutez, on va observer un instant de publicité parce que nous sommes une chaîne privée. Et ici, nous sommes très libres, on pose toutes les questions. Et je suis content de voir un membre du PCT, honnêtement, parler avec cette liberté comme vous êtes. J'espère que au sein du PCT, ils vous aiment. J'espère bien. Mais arrêtez constamment d'être vicieux comme ça. Bon, j'espère dans tout bien. parti politique, avant que vous n'alliez à la pause à la réclame, oui. Je tiens tout simplement à vous dire que c'est le débat qui fait que le parti politique soit. Et est-ce qu'ils aiment votre débat que vous faites souvent? Actuellement, je n'ai pas de problème avec le débat au sein de ma formation politique. Mais j'aurais appris que vous dérangez beaucoup de gens au bureau politique parce que vous posez toutes les questions et vous voulez qu'on débatte de tout et eux, ils n'aiment pas. Bah écoutez, moi je ne sais pas si vous avez une petite souris qui est là. Mais je me renseigne, madame. Moi, j'apprécie que vous ayez beaucoup d'intérêt pour ma démarche interne au sein de mon parti politique. Mais ai-je l'air de quelqu'un de torturé, de malheureuse, de quelqu'un qui n'est pas de liberté de parole ni de pensée? Merci madame, on va observer une pause tout à l'heure, tout de suite. Et quand nous allons revenir, la question que nous allons poser à madame Arlette Soudan Nono est ceci: comment est-elle venue en politique? Est-ce que c'est une vocation ou c'est seulement un concours de circonstances? Et nous allons aussi lui poser la question: quel est le rôle qu'elle a joué pour la suspension ou même la radiation, je ne sais pas, de M. Okombi Salissa au sein du Parti congolais du travail, M. Mvouba et les autres. Donc ne quittez pas. Bienvenue dans le monde Africa. Expliquer son place pour les actifs africains du jour, aujourd'hui,
part en mission. Vous travaillez dans un ministère, une société ou un organisme de la place. Vous effectuez régulièrement des missions à l'intérieur du pays et dans le reste du monde. Pour gérer en toute tranquillité vos frais de mission, vous avez besoin d'un véritable passeport. Et la carte Visa Africa répond parfaitement à vos attentes. Avec Africa, vous pouvez payer vos réservations de billets d'avion, régler en toute sérénité vos frais d'hôtel, de restauration et vos dépenses courantes directement sur les terminaux de paiement électronique Visa. Africa vous ouvre également les portes de tous les distributeurs automatiques de billets Visa à l'intérieur du Congo et partout dans le monde. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Décideurs, responsables financiers et comptables. Africa est l'unique solution de gestion efficace des budgets alloués aux missions. Alimentez le cadre de vos collaborateurs qui vont en mission. Et Africa fait le reste. N'est-ce pas professionnel? Eh oui! Africa, votre carte Visa prépayée rechargeable avec ou sans compte bancaire, vous attend dans les agences UBA et chez tous les revendeurs agréés. Africa. Mieux qu'une simple carte bancaire, un ensemble de solutions. UBA Africa's Global Bank. Voilà, nous sommes de retour sur MN Télévision et l'émission, c'est toujours la grande interview. Et l'invité n'a pas changé, c'est toujours Madame Arlette Soudan Nono. Elle est membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Et ici à MNcom, MN Télévision, nous appliquons à la lettre les recommandations du chef de l'État. Ça veut dire la démocratie, laissez tout le monde parler, c'est la démocratie qu'on est en train de faire ici, c'est rien d'autre. Et puis j'ai posé la question sur Madame Dambenze, je l'aime bien, parce que quand on parle du Parti congolais du travail, elle a montré ses preuves et aujourd'hui elle est là, mais force est de savoir que il y a une réalité qu'on ne peut pas m'empêcher de poser la question. Et puis bon, écoutez, avant l'interruption publicitaire, j'ai posé à Madame Arlette Soudan Nono pour savoir pourquoi elle est en politique. Est-ce que c'est un concours de circonstances? Est-ce que Madame Arlette Soudan Nono est vraiment engagée? Ou c'est une vocation? Et d'abord... Écoutez, je suis ravie que vous me posiez la question. Hein. Vous savez, je suis d'abord journaliste. Hein. Au départ, j'ai été de formation journaliste. Ouais. J'ai animé pendant une vingtaine d'années. Et brillante journaliste. Hein. Merci. Avec une liberté de ton. Merci beaucoup. Le clin d'œil d'Arlette Soudan Nono que j'ai animé il y a encore pas très longtemps, où j'avais gardé une chronique. Je présentais la page de journal. J'étais journaliste politique. Et après cela, j'ai été attachée de presse pendant 5 années du président Lissouba. Et là aussi, c'est un concours de circonstances qui m'a vu arriver là. Je n'ai pas travaillé dans ces équipes dans le cadre d'une campagne, mais j'ai simplement reçu une invitation de lui m'invitant à travailler dans le cadre d'un voyage, à collaborer avec lui, et à l'issue duquel il m'a proposé d'intégrer son cabinet tout simplement. Et la guerre de 97 arrive, donc tout s'interrompt. Et je reviens donc avec tout plein d'idées en 99 en me disant de l'eau a coulé sous les ponts. J'ai quitté plus ou moins le journaliste terrain, le journaliste pratique. J'ai été dans une administration. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je peux apporter en termes de contribution à ce pays qui m'a vu naître, hein? Et je me suis dit, je vais me lancer dans un secteur qui est essentiel, le système éducatif. Parce qu'il n'y a pas de développement sans éducation. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, par le biais du système éducatif, je suis arrivée en politique, parce que là également, il n'y a pas de politique sans politique éducative. Je vais vous prendre tout bêtement un exemple. Lorsque nous parlons de démocratie, l'appropriation de la démocratie, ce n'est pas un refrain ou un slogan. Ce sont des étapes, c'est une démarche, c'est de la pédagogie, expliquer comment choisir en fonction des programmes de société, parce que c'est pas quelque chose qui fait partie un peu de notre démarche culturelle. Donc nous devons nous approprier ces mécanismes. Le chef de l'État lui-même le dit, nous devons consolider. Moi je parlerai en termes d'évolution, parce que nous devons tenir compte sur le plan culturel de ce que nous sommes ici, du contexte, et apporter les différents ingrédients pour faire que cette appropriation nous l'ayons. C'est pour ça qu'il faut une bonne dose de pragmatique et de pédagogie pour cette assimilation, d'où sans développement, sans éducation,
pas de développement, et sans politique, plutôt sans politique éducative, il n'y a pas de politique. Voilà à peu près comment, lorsque j'ai eu donc l'opportunité, à l'occasion du 6e congrès, le dernier en 2011, du PCT qui s'organisait, on m'a fait la proposition d'être sachante, d'apporter un peu des réflexions au sein de ces textes d'actualité. Donc j'y ai contribué et c'est là certainement que j'ai compris que je pouvais modestement apporter une petite contribution à la démarche politique. Voilà, vous avez dit que vous avez travaillé à l'Issouba. Tout à fait, oui, comme attaché de presse. Est-ce que c'est la raison pour laquelle j'aurais appris on vous appelle un espion? Ah mais décidément, je ne sais pas où vous trouvez tout ça, mais je me renseigne, madame. Qui m'appelle comme ça? Les membres du PCT que vous êtes ensemble, c'est la politique. Vous voulez me dire en fin de compte que je suis dans un panier à crabes et que je ne connais pas les crabes qui ont ces jolies pinces? Honnêtement parlant, la politique c'est un très mauvais truc. Si moi j'ai un enfant, je ne l'encouragerai jamais de faire de la politique. Mais comment voulez-vous qu'on s'occupe des problèmes d'autres alors? Parce que c'est des hypocrites, madame. Parce que les mêmes gens que vous côtoyez chaque jour disent de vous que vous êtes très dur, vous voulez montrer que vous connaissez tout au sein, vous aimez les débats, ceux qui ne veulent pas. On dit, mais cette jeune femme-là, qu'est-ce que vous nous montrez? Monsieur Elie Smith, vous savez... mais vous n'avez pas répondu à la question. Oui, je vais vous répondre. Vous êtes nous n'avons pas. Vous faites espion. état de ce qu'on appelle un conflit générationnel. Nous ne l'avons pas au sein du PCT. Vous pouvez me croire. J'ai beaucoup de chance d'avoir la main tendue des personnes qui ont, comme je les appelle souvent, des gardiens du temple. Vous avez déjà eu vent de ce que vous, comme vous avez travaillé avec l'Issouba, vous êtes un espion. Vous savez, il faut simplement revenir à quelle est la collaboration et comment le président Lissouba est arrivé au pouvoir. N'oubliez pas que c'était un partenariat à l'époque entre le Parti congolais du travail qui a soutenu le président Lissouba au 2e tour pour qu'il accède à cette magistrature suprême. Moi, je n'étais pas membre du Parti congolais du travail. Je vous le répète, j'étais journaliste. Donc à ce titre-là, je parlerai de mon expérience en termes d'enrichissement personnel sur le plan professionnel. Et aujourd'hui, vous avez des ministres qui ont travaillé avec le président Lissouba, qui sont au sein du gouvernement aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison que nous continuions à traîner ce qui traîne dans les poubelles ou qui servent à des personnes en mal d'argumentaire d'échange avec moi. D'accord. Voilà, donc je ne m'attarde pas sur ce genre de choses. Bon, vous avez dit que vous avez une école. Oui, tout à fait. Et expliquez-nous, votre école, c'est comme la référence au Congo aujourd'hui. J'ai vu dans le journal Terre Afrique qu'on a dit tout ce que vous faites. Donc c'est à partir de cela que vous vous êtes intéressé à la politique. Tout à fait, parce que je vous le répète, il n'y a pas de développement sans éducation. Parce que le développement même, si vous n'êtes pas instruit, si nous n'investissons pas dans le capital humain, vous n'irez nulle part. Et donc c'est par ce biais-là que je suis entrée en politique. Parce que là, une fois de plus, j'ai compris que la politique, si elle n'est pas accompagnée d'une bonne pédagogie, l'appropriation de ce concept un peu extérieur, un peu à notre culture ici, a du mal à se faire, tout simplement. A du mal à se faire. Mais maintenant, votre école, comment avez-vous fait pour la construire? Parce que c'est quand même une école. Je sais que les gens vont se fâcher, mais je veux lui dire. C'est bien organisé, même plus que l'école de Mbunda. Écoutez, là n'est pas la question. Moi, je suis une privée. La privée a simplement l'obligation de respecter les programmes congolais, auxquels j'ai simplement apporté des spécificités pour faire un peu évoluer certains aspects qu'il n'y a pas dans le système public, qui gagnerait à aller à un plan Marshall pour réformer un peu tout le système de l'enseignement. Le plan Marshall. Voilà. C'est un secret de polichinelle. Oui. Mais moi, j'ai cette latitude en tant que privé de pouvoir le faire. Oui, madame. Est-ce que quand vous avez... C'est ce titre d'ailleurs que j'avais les camas décorés. Brilliant. Quand vous avez fait votre école, là, et le président a admiré votre école, est-ce que c'est ça qui a fait qu'il a demandé que vous travaillez avec Madame Kama? Écoutez, Madame Kama, c'est une personne que je respecte et que j'aime beaucoup, avec laquelle j'ai beaucoup collaboré. Elle m'avait fait la gentillesse et l'amitié de venir de me rendre une petite visite au sein de mon établissement. Et elle a aimé la démarche, elle a aimé cet établissement que je veux novateur, non seulement dans l'infrastructure, parce que si vous le permettez, l'institution Saint-François d'Assise qui est à Bakabandilou, c'est 12 hectares, 5 hectares sécurisés et 18 bâtiments. En fin de compte, il y a un primaire, c'est tout un complexe global qui inclut un primaire, un collège, un lycée, avec 2 grands internats, les Colombes et les éléphants. Et donc, c'est un centre de documentation
et d'information, avec un fonds documentaire. Les colombes et les éléphants. Voilà, vous avez une bonne restauration scolaire également. Vous avez aussi un foyer socio-éducatif. Vous avez un club de musique, parce que l'éducation aussi passe aussi par des moments ludiques. On peut le faire comme ça. Donc je vous répète que je suis là aussi dans une démarche vraiment privée. Mais vous ne me répondez pas. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et Madame Kama? Il ne s'est rien passé. J'ai l'impression que vous m'avez fait venir là et que je suis dans un espèce de procès où d'un côté vous êtes la personne qui me protégeait, qui relevait un peu les attaques dont je serais victime. J'emploierais un conditionnel. Je vous protège toujours, madame, parce que je sais que ce n'est pas facile pour vous. Écoutez. Mais dites-moi un peu ce qui s'est passé avec Madame Kama. Il n'y a pas eu de problème avec Madame Kama. Il n'y a pas eu de problème que je sache. Bon. Non, non. Faites ce que vous Assurément, non, non. Revenons sur votre école. Vous êtes social-démocrate. Tout à fait, oui. Votre école, est-ce que c'est en phase avec la social-démocratie? Tout à fait, parce que au-delà des élèves qui, pour l'amortissement, parce que l'école, je vous l'ai dit, c'est une école privée, donc j'ai dû consentir à des prêts bancaires, au-delà de l'amortissement, il y a donc des élèves qui payent. J'accorde également, dans le cadre des dividendes, des rares dividendes que je fais actuellement, des bourses d'études aux enfants de familles démunies. Et toujours dans le même cadre, j'ai instauré l'uniforme scolaire pour l'équité sociale également. Et nous avons également un certain nombre de choses que nous avons interdites à l'école, comme une certaine chaussure qu'on ne porte pas. Parce que nous voulons vraiment cette équité, parce que moi, les enfants, comme je leur dis, je les vois en termes de matricule. Et non en termes d'identité familiale comme telle. Donc là-bas, les enfants habillent uniforme, donc tout le monde... Chemise blanche, pantalon bleu nuit et jupe plissée pour les jeunes filles, mi-mollet. Tranquillement, deux poches à rabat, avec des petits galons sur les épaules, et puis une petite boutonnière classique avec un col classique. Comme une école anglaise. Plus ou moins, voilà. Mais c'est un peu l'uniforme que nous retrouvons là également un peu dans certains secteurs publics. Je voudrais venir à vous poser cette question. C'est bien ce que vous faites, madame. La social-démocratie, vous donnez les bourses aux enfants. C'est magnifique. Mais cette école est parmi les plus chères du Congo. Donc c'est pour une classe choisie. Pas du tout. Je peux vous répondre. Écoutez, l'institution Saint-François d'Assise de Makabondilou, je vous dis que c'est 12 hectares, dont 5 hectares. Et Saint-François, c'était un homme pauvre. Laissez-moi terminer avant d'arriver sur le nom de ce que j'ai donné. Je vous explique. Donc ça a un coût, il y a un amortissement, il y a une infrastructure qui est là. Il y a des enseignants qui sont payés au prix de la tâche, parce que je suis désolée, je n'ai pas les tarifs de l'État, je suis triplement au-dessus des tarifs de l'État, ce qui permet à l'enseignant de donner cours dans de très bonnes conditions et préparation psychologique. Et le peu de dividendes qui nous reste au niveau de la démarche de l'école, nous réinvestissons. Mais ça, c'est l'un des volets de ma réponse. Mais le deuxième aspect n'est pas plus compliqué. Vous savez, beaucoup d'enfants qui sont chez nous ont la chance d'avoir des parents qui envoient beaucoup d'enfants à l'étranger. Mais quand vous regardez le coût sur l'étranger et que l'enfant n'a pas cette affection familiale parce qu'il n'a pas la proximité des sorties de week-end avec ses parents, à ce moment-là, et qui n'obéissent pas à une éducation, parce que l'Afrique a aussi sa forme d'éducation que beaucoup nous envient, qui a tendance à se perdre et que je revendique en termes de patrimoine. Et vous avez aussi des écoles ici et autres, qui ne sont pas des écoles tenues par des personnes, des nationaux, excusez-moi de vous le dire comme ça, qui coûtent très très cher, sinon excessivement cher. Comme laquelle? Je ne donnerai pas de nom, hein, je vous laisserai la liberté de le faire. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, monsieur Eli Smith. Qui n'ont pas une cantine scolaire comme nous, on a une restauration scolaire. Les élèves n'ont pas le régime d'internat. Les élèves n'ont pas tous ces différents ateliers que nous proposons. Donc, et là-bas, ils sont même, les Congolais, ceux-là m'interpellent un peu, se bousculent au portillon, alors que là, nous avons une fille du Congo, qui 60 ans après les indépendances, pratiquement, s'est dit que je n'accepte pas que tant d'années après les indépendances, qu'il n'y ait pas une fille de ce pays, ou un enfant tout simplement de ce pays, qui arrive à investir dans un domaine aussi capital. Simplement, c'est pour ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que le chef de l'État, pensant à tout ça, en prenant en compte tous ces aspects, je le pense,
m'a tout simplement décoré à l'occasion du 50e anniversaire des indépendances de notre pays, comme pour m'encourager dans cette démarche. D'accord. Moi, je suis un libéral. Hein. Au Royaume-Uni, il y a les écoles comme Eton, donc ça ne me gêne pas du tout. Mais je voudrais revenir sur l'aspect des prêts bancaires. Vous avez prêté la banque. Je vais rester sur la chose. Vous avez eu le prêt de quelle banque pour faire votre... Je vais vous expliquer. Ça fait rire tout le monde parce qu'à un moment donné, mon mari et moi, nous avons pris notre modeste tirelire. On l'a cassé, on a anticipé. Et une fois qu'on a plus ou moins acquis le terrain, on l'a borné, on l'a clôturé, on l'a viabilisé. Nous avons commencé quelques implantations. Nous avons fait le terrassement, implanté quelques bâtiments. À ce moment-là, à un certain niveau, où les banques se rendent compte que le projet est viable, nous avons donc pris des documents en hypothèque auprès d'un huissier. Nous avons monté des hypothèques et grâce à ces hypothèques que nous avons déposées dans 2 banques de la place, ils nous ont donc consenti ces prêts bancaires. Ah bon, quelle banque? Vous avez la LCB qui nous a consenti un prêt, vous avez la BCH qui nous a consenti un prêt. Et puis vous avez une banque extérieure également au Congo qui nous a également là consenti un prêt bancaire. C'est pas la BGFI? Non, la Barclays Bank. La Barclays Bank. Oh, voilà. C'est la Barclays Bank. Je suis depuis 30 ans. Ah bon, d'accord. Simplement. Mais je me suis renseigné à l'aéroport. Oui. Quand vous importez les choses, est-ce que vous payez la douane? Écoutez, dans le cadre du système éducatif, là également l'État prévoit une chose, lorsque vous importez, vous ne payez que les frais d'administration, mais vous ne payez pas la douane comme telle. C'est un petit pourcentage pour la régularisation, tout simplement la démarche administrative. Ok, je vais revenir sur maintenant la question que j'ai annoncée à l'introduction de l'émission. Quels sont vos rapports avec la famille présidentielle? C'est-à-dire? Je pose la question. La famille présidentielle dans sa globalité, je ne comprends pas. Soyez un peu, une fois de plus, là, un peu plus... Bon, je mets ça d'une autre manière. Je vous en prie, oui. Est-ce que votre succès, c'est ce qu'on dit, est parce que vous êtes proche du président de la République? Mais écoutez, c'est vous-même qui m'avez dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, que vous pensiez que j'étais quelqu'un quand même qui avait un peu sur le plan cérébral quelques ressources. Si, mais je suis obligé de vous poser cette question à ce moment de l'émission? Parce que j'estime que je dois vous le poser. Pourquoi? Honnêtement parlant, je sais que je vous ai vu, vous êtes brillante, mais je pose aussi la question, est-ce que suis-je la seule personne dans ce pays qui a un lien avec la famille présidentielle sur le plan familial? Non, je ne pense pas. Et est-ce que toutes ces compétences ou toutes ces personnes évoluant dans les différents secteurs, cette question leur est posée? J'aimerais qu'on m'y réponde là également. Mais je vous pose autre question. Au sein du PCT au bureau politique, vous êtes très influente. Ah bon? Quel rôle avez-vous joué pour que M. Okombi Salissa soit suspendu? Vous parlez des cas de la dernière session du comité central extraordinaire où il était question pour unique point à l'ordre du jour des questions de gestion des problèmes d'indiscipline de nos camarades qui n'auraient pas respecté à l'occasion des dernières législatives que nous avons connues un peu la règle un peu de jeu. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Non, dites-moi. Parce que quand vous étiez en réunion, oui, on n'a pas voulu parler de M. Okombi. Vous avez arrêté la réunion. Il dit, pourquoi vous ne parlez pas de Okombi et de Kosaloba? Écoutez, c'est vrai ou faux? Monsieur Eli Smith. C'est vrai ou faux? Non, vous avez tout à fait raison, mais je tiens à restituer les choses. Parce que vous les sortez d'un contexte. Vous savez, moi je vous ai dit que je ne vais pas pratiquer la langue de bois avec vous, mais je vais quand même vous dire les choses telles qu'elles se sont présentées. Merci, madame. Nous sommes en comité central pour parler, trancher sur des questions de cas des nôtres qui auraient sur le plan du comportement pas respecté la discipline ou la ligne de marche du parti. Et nous avons ce qu'on appelle une commission nationale de contrôle et d'évaluation qui a fait tout un rapport, qui a fait tout plein d'enquêtes, qui a reçu les uns et les autres et qui a présenté sur la table, parce qu'il n'y a que le plénum, il n'y a que l'instance du comité central, de 11 membres du comité central, qui est habilité en fin de compte à sanctionner un membre du comité central ou un militant pour le sortir soit du comité central, soit du bureau politique, ou soit de lui donner un avertissement ou un blâme au dossier. Ce travail de terrain a été fait, brillamment d'ailleurs, par la Commission nationale de contrôle et d'évaluation, je tiens à le saluer, de notre parti, qui a fait preuve là également d'une démarche indépendante.
pour vous dire comment fonctionne vraiment notre parti en toute indépendance, les organes fonctionnent. Et nous arrivons donc à la session du comité central. Nous avons abordé ces questions-là. Ça n'a pas été un oubli, puisque le secrétaire général lui-même l'a relevé. Pourquoi ils ont été sanctionnés? Que j'ai intervenu ou pas vous avez intervenu ou pas? Et je vous l'ai dit oui, je vous ai dit, je vous l'ai dit clairement que j'ai dû intervenir dans le point d'information, je pense de façon prématurée, parce que par la suite, le secrétaire général qui a pris la parole a expliqué tout simplement pourquoi nous devions proposer une sanction à ses camarades qui étaient l'un à la tête d'un parti et l'autre étant le secrétaire général d'un parti qui avait, si vous regardez au niveau du ministère de l'Intérieur, un parti politique. Et donc nous ne pouvons pas sortir de cette session du comité central sans ne pas évoquer... Qui avait un parti politique? Le camarade Okombi Salissa était à la tête de la... je pense... Non, la CRDD. Ah, CRDD, ça je savais voilà, pas. parce que le cas des DMJ, ça c'est une résolution du Congrès, une directive qui nous emmenait, là encore, c'est encore une autre affaire, à la dissolution des organes de jeunesse, qui nous a emmené à voir naître la force montante actuelle. Donc voilà, je ferme cette parenthèse-là du cas des DMJ. Et c'est pareil, hein, pour terminer, par rapport à votre réponse, et le camarade Kossalaba, lui également, il est le secrétaire général de l'autre formation politique. Et l'article 81 des statuts de notre formation politique dit ceci: nous ne pouvons appartenir à une autre formation politique et nous ne pouvons également et puis ça se comprend au-delà de cet article. Un engagement politique, vous ne pouvez pas l'avoir à deux endroits différents. D'accord. Est-ce que vous avez aussi, je comprends, vous ne pouvez pas manger sur tous les râteliers. Mais puis nous ne les avons pas radiés. Ah oui, ils sont simplement suspendus du comité central et de facto du bureau politique, mais il reste des militants du Parti congolais du travail. Vous n'êtes pas allé au bout de votre logique parce que vous avez eu peur que si vous les radiez, vous perdez un député à l'Assemblée. Là n'était pas la question, pas du tout. Non, c'est le comité central qui a statué, il n'y a que le plénum du comité central qui peut prendre des orientations, et le comité central a proposé que la sanction qui leur soit appliquée, c'est une suspension à durée indéterminée, simplement. Je vous pose une autre question. Il y a le camarade Isidore Mvuba. Oui. Mais il ne fait pas partie des personnes ayant été sanctionnées, hein, pas du tout. Le camarade Isidore Mvuba, le monsieur Isidore Mvuba n'a pas été sanctionné, pas du tout. Hein. Mais c'est un processus alors? Ah non, pas du tout. Je ne suis pas en ce moment au niveau de la commission nationale plutôt de la commission de contrôle et d'évaluation, mais le Isidore Mvuba, s'il doit être entendu, cela se fera formellement par une convocation en bonne et due forme du comité national la commission nationale de contrôle et d'évaluation. Est-ce qu'il n'y a pas un processus de suspension de Mvuba? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, est-ce que c'est vrai je peux vous l'affirmer. Vrai qu'il n'y a pas de manœuvre? Le Isidore Mvuba n'a pas été suspendu, n'a pas reçu de blâme, à ce stade, à ce jour, non. Il n'y a pas un programme pour M. Mvuba? C'est-à-dire un programme? Est-ce qu'il n'y a pas un programme aussi de le suspendre? Il n'y a que le comité central réuni en session. Il ne peut que siéger. Madame Soudan Nono. Oui, ça se fait, je vais vous inviter ici pour vous contredire. C'est vous qui voyez, mais si vous m'apportez des éléments, moi je vous le répète, je suis membre du bureau politique. J'ai siégé en ma qualité de membre du comité central à la dernière session du comité central. J'y ai participé. Je peux vous dire, yeux dans les yeux, que M. Isidore Mvuba, qui est membre du bureau politique du Parti congolais du travail, n'a pas reçu de sanctions à l'issue de la dernière session extraordinaire que nous avons tenue en décembre. Et vous pouvez aussi me dire, les vieux dans les vieux, qu'il n'y a pas les préparatifs de le suspendre? Pas du tout. Merci, madame. Et je tiens à ce que vous puissiez également noter que s'il y a des velléités par certains, ou s'il y a des démarches entreprises plus précisément, sachez une chose, je vous le répète parce que je venais de vous le dire, il n'y a que le comité central réuni en session avec ce point inscrit à l'ordre du jour qui peut arriver à une proposition et ensuite à entériner une sanction proposée par la Commission nationale de contrôle et d'évaluation. Est-ce que ce n'est pas une purge qui se fait au sein du PCT? Vous savez, une purge ou pas? Aucun État, aucun parti, aucune structure ne peut fonctionner sans application des règles. Sinon, la porte est ouverte à l'anarchie et à n'importe quoi. On ne peut pas aujourd'hui sanctionner des cadres
de niveau de la base et autres, et vouloir épargner également les dirigeants que nous sommes. Peut-être que demain, moi-même, je serai victime d'une sanction ayant commis une faute. Je n'en sais rien. Mais je suis pour l'application des règles. Sinon, nous allons nous retrouver dans un parti qui n'a pas de règlement, pas de gestion. Tout simplement, pas de suivi, pas de respect des règles. Vous avez dit que votre parti, c'est un parti social-démocrate. Oui. Mais quels sont vos rapports avec d'autres partis sociaux-démocrates d'Afrique? Vous touchez du doigt, là, quelque chose, là, une fois de plus, qui m'est cher. Nous avons, sur le plan de l'Afrique, des relations avec d'autres partis. Mais, là également, je ne vous donnerai pas les noms des autres partis comme tels. Pourquoi? Parce que souvent, même au sein du Congo, avant d'aller sur l'extérieur, il y a des choses assez... c'est pour ça que je vous parle de pédagogie. C'est pour ça que je vous parle d'appropriation du concept de la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, le parti qui est face à nous, dit parti d'opposition, mais c'est le parti qui, bien avant le PCT, est un parti social-démocrate. Vous voyez bien? Donc nous ne parlons pas au Congo comme tel, pour l'instant, selon moi, ça n'engage que moi de vous le dire comme ça, d'idéologie comme telle. Nous parlons souvent d'autres choses, de questions un peu économiques, on va dire comme ça, qui nous détournent un peu souvent de cette politique au sens propre du terme. C'est pour ça qu'il est important que nous fassions de la pédagogie pour que le citoyen, qui est lui, au centre de tout, c'est lui qui nous désigne, c'est lui qui donne mandat aux uns et aux autres pour le représenter, comprennent qu'est-ce que c'est qu'un programme de société qui va l'emmener à choisir et à désigner l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes un peu en difficulté lorsque nous parlons idéologie, parce que nous ne travaillons pas tout à fait dans ce sens-là. Le débat aujourd'hui, pour moi, n'est pas celui-là pour l'instant, parce que je vous ai pris l'exemple de ce parti dit d'opposition face à notre parti qui est le parti au pouvoir, parti de gouvernement, et qui est également à la même démarche idéologique. Voilà. Mais madame, maintenant parlons d'autre chose que je sais que ça fâche. Qu'est-ce qui va fâcher? Sur la Constitution. Pourquoi ça fâcherait? Il n'y a pas de sujet tabou. Pourquoi ça devrait fâcher? Parce qu'au sein du PCT, quand tu parles de la Constitution, on dit ce n'est pas l'ordre du jour, nous travaillons. Écoutez, je vous ai parlé d'une démarche consensuelle, d'une démarche de débat interne. Un parti, c'est aussi une discipline. Ce qui veut dire quoi? Moi, aujourd'hui, Arlette Soudan Nono, certes membre du bureau politique, j'ai ma liberté de propos et de pensée. Pour moi, ce n'est pas un sujet tabou, cette Constitution. Parce que, je vous prends un exemple, lorsque vous regardez un peu la 5e République qu'il y a en France, oui. Cette Constitution a été révisée, si je ne m'abuse, 24 fois à ce stade. Une Constitution, elle est évolutive. Une Constitution, elle tient compte du contexte. Mais moi, ma démarche, elle n'est pas celle-là. Oui. Moi, ma démarche, elle n'est pas de dire Constitution, modification ou changement. Non. Il faut déjà que nous voulions, s'il doit y avoir débat, il faut déjà dépersonnaliser ce débat. Ne pas penser que ceux qui parlent de cette Constitution en parlent pour un individu, qui est le chef de l'État, en l'occurrence le président Denis Sassou Nguesso. N'oubliez pas que le monsieur dont il est question, le chef de l'État aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il est parti il n'y a pas longtemps, en 92, sans contrainte. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, quand on a cette forme d'amnésie générale, je m'interroge. On oublie que le chef de l'État actuel, en 92, a voulu aller à cette conférence nationale, a voulu, à partir du pouvoir, il avait la possibilité de rester au pouvoir, de s'y accrocher, comme on le dit vulgairement. Mais pourquoi se fait-il que vous... Mais moi, personnellement, oui. Je veux vous le dire, ça n'engage que moi une fois de plus, je suis pour une démarche qui est celle-là. Il faut d'abord s'interroger. Qui d'abord incarne la paix? Qui incarne l'équilibre de sécurité? Qui incarne ce développement? Une fois que nous nous serons posé cette question et que nous serons emparés de ces problématiques et que nous aurons posé la question au plus grand nombre de citoyens, là le débat pourra se faire. À mon niveau, après m'être posé ces questions, un nom s'impose, oui. Je suis pour reconduire le chef de l'État parce qu'aujourd'hui, en termes de leader politique, lorsqu'on regarde l'environnement politique, je ne me sens pas rassuré pour l'instant. Celui qui incarne ces idéaux, cet idéal sur lequel on doit construire une nation, développer, sans cette paix, vous ne pourrez pas construire quoi que ce soit et développer. Il n'y a qu'à regarder nos voisins, la Centrafrique à côté, ce que ça donne.
Et donc, quand je vois ça, et que je vois le spectacle de certains hommes politiques actuellement, j'ai des inquiétudes. Je ne sais pas ce que pense le chef de l'État, parce qu'il a son mot à dire. Mais moi, à mon niveau, je suis pour que Denis Sassou Nguesso, nous trouvons des solutions consensuelles. Si on doit aller par voie référendaire, je m'y inscris, parce que personnellement, moi, j'opterai pour reconduire le chef de l'État afin de préparer, en toute harmonie avec lui, une phase transitoire, l'après 2016. L'après 2016. Mais vous dites tout ça, pourquoi se fait-il qu'au sein du PCT, on ne veut pas parler du problème de la Constitution? Ce n'est pas que nous ne voulions pas parler de questions de constitution, c'est tout simplement un processus interne. Un parti, c'est une direction, certes, un parti, c'est d'autres structures intermédiaires. Mais j'aurais appris, madame, oui, dans mes enquêtes, que vous êtes arrivé au bureau politique, vous avez dit, écoute, le débat sur la Constitution est dans la rue, mais que nous, on ne fait pas le débat et tout le monde s'est tu. Ce n'est pas au bureau politique que j'ai abordé la question. Précédemment, au niveau, j'en ai parlé également au bureau politique, mais pas en ces termes, mais précédemment, dans une émission, dans une chaîne concurrente à vous, j'ai parlé de cette constitution qui ne doit pas être un sujet tabou. Il n'y a pas, à mon sens, un sujet tabou. Le débat, il doit être fait. Le débat, nous devons laisser le citoyen s'en emparer. Nous devons simplement donner ces éléments qui permettront aux citoyens de se poser les bonnes questions, qui au moment opportun, quand le chef de l'État lui-même souhaitera, parce que nous parlons, mais il ne s'est toujours pas prononcé à ce stade. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oui, j'ai remarqué bien. Bon, je vais demander au réalisateur de nous donner quelques minutes parce que quand j'ai mis votre nom sur Facebook, il y a eu beaucoup de gens qui ont posé des questions. Mais avant que je choisis quelques noms des gens que je vais poser des questions et vous allez répondre rapidement. Et quel est votre rapport avec votre ancienne patronne ou Madame Claudine Mulary? Oui, oui. Elle est ministre actuellement du Commerce. Écoutez, de très bons rapports. Je l'appelle grande sœur. Elle est d'ailleurs la marraine de ma fille de 15 ans, qu'elle a pris quand ma fille avait 6 mois. Donc, la politique, nous ne sommes pas des ennemis. Hein. Nous nous combattons sur le plan de la démarche, qui souvent la vision n'est pas la même sur la mise en application et puis la façon dont nous conduisons les choses. Mais nous ne sommes pas des ennemis, loin de là. C'est pas ça la vision et la démarche qui est la mienne en politique. Hein. Oui, autres personnes disent que vous, je sais que vous n'êtes pas votre force, hein, vous travaillez beaucoup, vous êtes ce que vous êtes, mais au sein de votre parti, d'autres disent que beaucoup de gens sont morts pour ce parti. Il y a une dame comme Madame Esther Ayesu Ngayama, brillante aussi, elle a souffert, vendait même la cigarette à Kinshasa, mais aujourd'hui, vous avez beaucoup progressé. Est-ce que c'est seulement parce que je dis votre talent, ou vous avez eu le coup de pouce, comme vous appelez, Soudan Nono? Ah, vous parlez de mon patronyme? Oui. Ben écoutez, tout le monde le sait, hein, c'est un secret de polichinelle. Hein, je suis la fille de Jean-Pierre Nono et de Marie-Françoise Dambézé. Mon père, c'est le sénateur Nono, qui est le président de la commission. Adon Dambézé, c'est votre tante. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, que c'était la petite sœur de ma maman. Et je suis l'épouse du journaliste, qui est collègue à vous d'ailleurs, oui, mais qui travaille à l'extérieur dans ce journal panafricain que vous connaissez, qui est Jeune Afrique, hein, mon mari François. Mais je ne vois pas en quoi cela peut m'empêcher. Vous avez de par le monde Madame Ségolène Royal, Madame Hillary Clinton. Il y en a des masses comme ça, comme moi, qui évoluent avec des partenaires soit illustres, soit des noms de famille dans une démarche aussi connue que la mienne. Donc je ne pense pas que ça soit un handicap, mais plutôt ça peut être un plus quand on sait s'en servir. Maintenant, il faut gagner son prénom. Il faut gagner son prénom. Voilà, il faut gagner le prénom. Vous avez des noms auquel vous devez maintenant ajouter un prénom, tout simplement. D'accord, madame. Donc, je veux que les réalisateurs nous donnent quelques minutes. J'ai quelques questions, que c'est les internautes. C'est pourquoi je dis que vous êtes moderne, parce que au sein... parce que vous c'est interactif, là? Interactif. Vous êtes en ligne? Je suis en ligne. Il y a des gens qui posent des questions. Parce que je sais que je connais des ministres comme Thierry Mungala. Il a un site web, il est sur Facebook. Il y a Alain Akwala Tipou. Tout à fait, nous nous croisons. Vous vous croisez sur le web. Sur le web, ouais, sur il y a madame Ngayama Ayesu aussi. Donc ça, c'est les gens modernes. Hein. Bon, mais les autres, je ne sais pas. Mais arrêtez de les titiller. Ils vont s'y mettre s'ils le souhaitent. C'est une liberté qui leur appartient. D'accord. Bon, il y a un monsieur qui s'appelle Tessel Ardin Panzou qui pose cette question. Ma question à poser à Madame Nono. Pourquoi Madame Soudan Nono, elle a dit Nono, pourquoi le PCT ne veut pas céder la place aux jeunes du PCT? Écoutez, cette question, mi-figue, mi-raisin. Je dirais déjà d'entrée de jeu. Je vous dis, vraiment, je dirais à
internautes, hein, Oui. que nous avons une jeunesse du parti, hein, qui c'est l'âge, c'est 18-35 ans, et que nous avons conscience de cette jeunesse qu'il nous faut accompagner parce que nous ne pourrons pérenniser tout ce que nous faisons, cette jeunesse, hein, au sein de la maison mère, comme je dis, le Parti congolais du travail. Il y a également des nouvelles énergies, des nouvelles émergences qui sont là. Hein. Simplement, elles se font pas entendre. Mais elles sont tout à fait là et elles sont en train de s'installer petit à petit dans la place qui saura être la leur, tout simplement. N'oubliez pas que la politique, les choses s'arrachent, ne se donnent pas. Donc il va falloir qu'elles bataillent un peu, ces jeunes personnes. Et la dernière question venait de ce thème. Mais elles ont notre parrainage. Hein. D'accord. En eau des grandeurs, quelle politique le PCT va mettre en place pour la rigueur et le contrôle des fonds publics que certains responsables politiques et administratifs qui sont membres du PCT sont en train de piller? Écoutez, le mot piller me pose un souci, mais parlons de problème de gouvernance, oui, parce qu'il est question de cela, pour poser la question autrement. Nous avons actuellement, je vous l'ai dit, des échanges hein, avec ceux des nôtres qui sont à l'exécutif, hein, parce que nous sommes un parti qui veut un parti qui accompagne la démarche gouvernementale avec ce droit de regard et d'inventaire sur cet appareil de l'exécutif hein, qui nous engage tous, hein, parce que nous sommes un parti de gouvernement et nous n'avons pas au sein du parti actuellement nous sommes conscients des efforts à fournir dans certains cadres de notre gouvernance. Nous sommes en train de trouver comment résoudre cela. S'il faut peut-être consolider un peu ce regard sur la coordination de cette action gouvernementale, s'il faut fonctionner réellement avec cette gestion axée sur le résultat et ce suivi quotidien, nous sommes encore, tous ces mécanismes existent et nous sommes encore en train d'étudier avec les nôtres comment faire que cela marche réellement. Et pour conclure, c'est Yannick Note qui pose la question, pourquoi le Congo, pays producteur du pétrole, est incapable de former des élites de notre économie dans le domaine de la recherche pétrolière? Vous savez, l'or noir, comme on l'appelle, n'est pas une ressource inépuisable. Il est vrai que nous avons formé, il y a des écoles de formation, mais on devrait plutôt regarder en termes de formation qualifiante beaucoup plus large que de ramener tout ça au pétrole. Parce que pour créer d'autres industries, pour créer même des techniciens, même un électricien, ça serait bien que nous ayons quand même toutes ces écoles d'État avec ces CAP, ces diplômes intermédiaires qui permettent de créer des emplois et qui permettent également la maintenance des structures que nous créons dans le cadre de ces municipalisations. Donc je parlerais plutôt actuellement de mettre de pouvoir harmoniser un peu formation, emploi, d'être regardant un peu sur le plan de la planification, de la formation de nos jeunes, plus précisément, pour qu'à l'issue de leur parcours, ils trouvent effectivement de l'emploi. Là, oui, nous sommes là également en train de faire ce travail. Madame Soudan Nono, c'est un honneur de vous recevoir. C'est moi, Monsieur Elie Smith, qui suis ravi de vous avoir face à moi aujourd'hui. Merci beaucoup.